Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Inclusion Coaching. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Souleymane Guissé. Souleymane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à Larsen de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu le bilan un peu de l'EDI au Québec. Durant les 5 dernières années, comment tu peux décrire l'évolution des pratiques de l'EDI au Québec? Est-ce que tu vois plus une progression ou plutôt un essoufflement? Merci beaucoup, Larsen, encore une fois. Et puis donc, en tant que consultant et formateur en équité, diversité et inclusion, c'est clair que j'ai le privilège d'observer, de voir justement cette évolution-là. Moi, je dirais que l'évolution est normale pour les experts qui connaissent bien la question et qui travaillent là-dessus depuis de nombreuses années. On savait que cette évolution-là, que ça allait connaître des moments, en fait, des moments vraiment élevés, mais aussi que ça allait, en fait, juste se normaliser. Donc, on a noté une prise de conscience, un engouement envers l'EDI dans les années 2020, 2022. Et là, c'est plus un retour à la normale, mais c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît l'EDI déjà, comme je le dis, date de la guerre de sécession américaine. Par la suite, dans les années 60, on a noté donc une autre forme d'EDI dans les années 80. Et là, on est à la quatrième phase de l'EDI finalement. Et à chaque étape, on va noter des moments vraiment élevés. Et puis là, comme on le voit maintenant, un certain retour à la normale. La chose positive, c'est qu'à chaque étape, il y a des gains. Et en ce moment, je dirais que les gains, c'est plus au-delà de tout ce qui est juridique, normatif. Les gains, c'est vraiment une vulgarisation des concepts tels que les biais cognitifs inconscients, tels qu'aussi la connaissance des groupes en quête d'équité ou des groupes sous-représentés. Donc, quand même, il y a cette prise de conscience-là, cette bonne compréhension-là des enjeux de diversité. Donc, je dirais que l'évolution est somme toute positive, quoique on va noter, pour diverses raisons, un certain retour à la normale, et puis les enjeux de diversité vont évoluer. Peut-être l'EDI va prendre une autre forme, va prendre peut-être d'autres concepts vont venir, mais quand même, cette évolution-là est normale, et il y a des gains, tout n'est pas négatif. Alors, maintenant que tu me réponds par rapport à l'avancement ou à l'état de la situation de l'EDI, je me demande, c'est quoi les facteurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'EDI, il est favorisé dans un milieu ou plutôt défavorisé? Est-ce qu'il y a comme des facteurs, on va dire, qui peuvent à vraiment renforcer l'implantation de l'EDI au sein des milieux et des organisations, ou des facteurs normalement qui vont être un peu un obstacle à l'EDI? Excellente question. C'est clair que l'EDI, on dit souvent l'EDI est une question morale, mais elle s'est imposée pour des raisons économiques. En d'autres termes, la portée économique de l'EDI n'est plus à démontrer. Par exemple, les organisations diverses et inclusives sont plus innovantes à plus de 30%, vont permettre donc à l'ouverture à des nouveaux marchés, et puis donc vont favoriser un sentiment de bien-être. Une équipe diversifiée, inclusive, les gens se sentent à l'aise d'y être, quoi qu'il y a des défis. Donc, évidemment, les défis, justement, c'est souvent la résistance interne qui peut venir dans les organisations, qui peut venir de certaines personnes qui ne comprennent pas c'est quoi l'EDI, qui ont des idées reçues sur l'EDI. Donc ça passe souvent par la sensibilisation, les formations qui expliquent vraiment, par exemple, quand on parle d'équité, qu'est-ce que veut dire l'équité? C'est pas privilégier certains au détriment de l'autre. Donc tout ça, quand on l'explique avec une approche pédagogique, ça permet à l'EDI vraiment de s'implanter. Maintenant, comme je le disais, l'EDI s'est vraiment imposé dans les milieux de travail, dans des organisations pour des raisons économiques. Par exemple, si on prend les multinationales ou les organisations de la finance, en étant diverses, ça les permet en fait, et en reflétant la diversité de la population, ils rejoignent certains groupes sociodémographiques qui, peut-être par méfiance, étaient méfiants vis-à-vis de ces organisations-là. Donc, l'EDI, c'est vraiment sa force économique, l'impact qu'elle a dans les organisations, aussi en termes d'image. C'est
une organisation diverse qui reflète son territoire, qui reflète la démographie de la société, ben, les gens se sentent représentés, se sentent en fait, se reconnaissent dans cette organisation-là, et ça se fait naturellement, et ça permet en fait l'organisation en termes économiques de s'imposer. Et c'est la même chose pour les organisations qui sont plus multinationales, par exemple. Ces organisations-là aussi, quand elles ont des pratiques inclusives, ben, ça permet finalement de favoriser justement des rapprochements interculturels pour le meilleur de l'organisation. Excellent. Ben, dans le fond, on s'entend que les impacts positifs de l'EDI, ils sont plus à démontrer. Il y a plusieurs études, comme tu le dis, qui démontrent que plus de diversité d'inclusion dans les milieux socio-professionnels, ça augmente la performance, ça augmente le sentiment d'appartenance. Donc, comme on dit souvent, donc la diversité, c'est un acte, mais l'inclusion, la diversité, c'est plus un fait, alors que l'inclusion est un acte. C'est-à-dire, c'est des démarches qu'il faut prendre. Et on a constaté dernières années, depuis le retour de Trump aux États-Unis, un recul, en fait, dans l'application des politiques de l'EDI. Et cette vague-là, il a comme dépassé les frontières. On l'a ressenti aussi un peu au Canada. Et moi, j'aimerais que tu nous parles un peu par rapport à ce phénomène-là, de ce recul des programmes de l'EDI. Il y a des organisations qui ont réduit ou qui ont suspendu carrément les politiques de l'EDI dues à des contraintes budgétaires ou des orientations stratégiques. Comment tu expliques un peu ce phénomène? Ben, ce phénomène, comme je le disais tantôt, pour les experts, pour les gens qui travaillent sur ces questions-là depuis de nombreuses années, c'est pas surprenant, c'est quelque chose qu'on voyait venir. Par exemple, on parle de Trump, mais Ronald Reagan, dans les années 80, ben, a démantelé les politiques de discrimination positive aux États-Unis. Donc, Trump, ce qu'il fait, c'est très idéologique, en fait, et donc, c'est pas surprenant. Mais en revanche, comme je l'ai dit, l'EDI s'est imposé d'elle-même pour des raisons économiques. Et au Québec, quand même, avec l'arrivée de Trump, ben, il y a un sondage, en tout cas une étude qui a été relayée dans les affaires qui montrait que les organisations au Québec, plus de 300 organisations, demeurent en fait engagées pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, au Québec ou même au Canada, en réaction justement en réaction aux politiques de Trump, ben, il y a eu une sorte de levée de bouclier pour dire touchons pas à l'EDI. Et puis, si on va plus loin, en Europe aussi, on sent vraiment un engagement plus profond, par exemple dans le domaine des organisations collectives, donc les OBNL ou les organisations d'économie sociale, on sent même plus, en fait, un engagement plus profond en réaction à ce que fait Trump. Donc, ce que fait Trump, c'était prévisible. Il fait la même chose que ce qu'a fait, comme je l'ai dit, Reagan dans les années 80, mais à la fin des années 80, mais ça va pas empêcher à l'EDI d'avancer. Pourquoi? Parce que l'EDI, pour des raisons encore économiques, il y a des secteurs tels que la finance, tels que les multinationales. L'EDI, en fait, s'est imposé d'elle-même. C'est-à-dire, il y a un retour sur investissement. Ces organisations-là demeureront toujours engagés. Après, en revanche, des organisations ou des entreprises qui travaillent avec les États-Unis, peut-être vont s'affirmer moins, mais concrètement, elles vont continuer quand même leurs pratiques EDI, surtout au Canada, vont demeurer. Après, ce qui va rester, peut-être qu'au niveau de la formalisation ou au niveau même de l'engagement, tel que les politiques, les plans d'action, ils vont regarder à deux fois pour ne pas perdre des marchés aux États-Unis. Mais en tant que tel, moi, je ne m'inquiète pas. Comme je le disais tantôt, l'EDI, avec son retour en force, il y a des gains, évidemment, il y a des défis, comme on voit au niveau politique, mais ces défis-là non seulement ne surprennent pas, mais les organisations sont assez résilientes. On le voit du côté des universités américaines d'ailleurs qui portent plainte contre l'État américain. Et aussi, quand on parle d'EDI, je terminerai par là, c'est quand même une question de droit fondamental. Et il y a des lois. Là, par exemple, au Québec, il y a la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Au fédéral, au Canada, il y a une loi pareille, en fait, qui cible les groupes sous-représentés. Ces lois-là n'ont pas disparu. D'ailleurs, avec l'EDI, il y a eu la loi sur l'accessibilité universelle au Canada, et ces lois-là, ben, peu importe le politique, peu importe son idéologie, elle ne peut pas démanteler ces lois-là. C'est plus des positions idéologiques qui ne se prennent pas qu'autre chose, en fait. Voilà. En effet, je pense qu'il faut de plus en plus mettre en évidence l'importance et les vrais impacts de l'EDI, faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation encore
surtout dans les milieux socio-professionnels, dans les milieux de travail. Et pour ceux et celles qui remettent encore en cause un peu la nécessité ou l'importance de l'EDI, selon toi, comment on pourrait démontrer un peu le retour sur investissement concrètement de l'EDI dans les milieux socio-professionnels, dans le milieu de travail? Ben en fait, l'EDI, comme je le disais, le retour sur investissement va s'expliquer de lui-même. Ça va venir tout seul. Une organisation diverse, que ça soit une entreprise d'économie sociale, que ça soit un OBNL, que ça soit une entreprise privée, quand elle s'ouvre à la diversité, quand elle reflète la diversité de son écosystème, mais aussi de la société, ben elle va voir qu'elle va gagner plus de clients, qu'elle va gagner des nouveaux marchés, qu'elle va, pour une organisation, un OBNL, elle va s'ancrer davantage dans sa société, dans sa collectivité. Donc, ça va venir d'elle-même. Et après, il peut y avoir toujours dans ce processus de virage inclusif, comme je le dis, des défis. Mais ces défis-là, justement, on peut s'outiller. Et c'est ça l'importance aussi de s'entourer, de ne pas hésiter à faire affaire à des experts, des consultants, des gens formés, parce que c'est une question aussi de compétences. N'importe qui ne peut pas faire de l'EDI. Et puis, si l'EDI aussi, je vais juste faire un petit édito, si l'EDI est remise en question aussi, c'est pas simplement la faute des idéologues, mais aussi même certains, je dirais pas praticiens, mais certaines personnes se sont retrouvées à faire de l'EDI sans savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'elles ont fait en fait? Ces personnes-là ont appliqué les mauvaises méthodes, les mauvaises approches en milieu de travail, et ça fait en fait un retour de balancier. Donc quand on parle d'une remise en question aussi de l'EDI, c'est pas simplement la faute des idéologues ou des conservateurs ou des politiciens. La faute aussi se trouve à certaines personnes qui sont retrouvées à porter des dossiers d'EDI dans des milieux de travail sans savoir c'est quoi l'EDI. Et résultat, ces gens-là ont appliqué les mauvaises approches, parce que c'est une question d'approche, c'est une question aussi de méthode. Et si on applique par exemple, il y a Bob White de l'Université de Montréal qui a théorisé le modèle 3D en EDI, avec donc le modèle 3D, et donc chaque modèle 3D, et puis ce qui ressort de ce modèle 3D-là, il y a une dimension du modèle 3D qui n'est pas appropriée en milieu de travail. Et souvent, ce qu'on a vu aussi, c'est que cette dimension-là a été appliquée en milieu de travail avec les conséquences que l'on connaît. Donc, une des recettes aussi, en tout cas, une des pratiques, c'est ne pas hésiter à faire affaire à des experts. Les experts n'ont toujours pas raison, mais au moins, ils ont quand même l'avantage de connaître leur matière, de savoir ce qu'ils font pour justement appliquer les bonnes méthodes en milieu de travail, évidemment. Oui. En effet, quand on pense au milieu de travail et l'implémentation de la politique de l'EDI, ben, je pense aussi au fait que ça prend un leadership, ça prend que des structures qui sont dans les cercles de décision, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les employeurs eux-mêmes, ils comprennent l'importance et le retour sur investissement, justement. Et ma question, ça serait comment concrètement on pourrait favoriser justement ces approches de l'EDI dans tous les milieux? Parce que quand on parle de l'EDI, c'est transversal. Ça touche à l'éducation, ça touche au domaine de la santé, logement, l'emploi. Finalement, ça touche à tous les aspects de la société, et qui est une société diversifiée par force des choses et de l'histoire. Donc, ma question, comment on peut favoriser ça pour que tout le monde, même les employés, tout le monde, ils comprennent, les collègues, tout le monde, ils comprennent l'importance, et ils peuvent vraiment adopter les politiques de l'EDI pour que ça devienne des réalités, que ça devienne des actions, et ça devienne quelque chose qui fait partie du fonctionnement des organisations. Ben ça c'est une excellente question, mais c'est une question piège. Je dirais que peut-être les milieux de travail sont le reflet de la société. Et il y a des gens qui peuvent être fermés à la diversité, qui peuvent ne vouloir rien savoir. Ben, ça existe, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais comme on dit, la diversité est un fait.
on le voit avec les chiffres et tout. Et l'inclusion est un choix. Et souvent, je dis, si ce choix-là, on le fait pas, ben, le choix va s'imposer de lui-même. Et c'est ce qui s'est passé il y a 5-6 ans avec tout ce qu'on a noté, le mouvement MeToo, George Floyd, Josh Echaquan. À un moment donné, les organisations, les leaders, les dirigeants des organisations, peu importe, ont commencé à faire ce que j'appelle un virage inclusif, à s'intéresser. Pourquoi? Parce que si elles ne l'avaient pas fait, et il y a des mouvements sociaux, des éléments déclencheurs qui les ont poussés à y aller. Donc ça, déjà, c'est un deux aussi. Qu'est-ce qui peut pousser, qu'est-ce qui peut sensibiliser? Donc ça veut dire que du moment que y a un contexte socio-démographique qui va expliquer, en fait, finalement, l'importance, ou en tout cas, le fait que la diversité soit incontournable. Ici au Québec, pratiquement, les départs à la retraite, ça va monter en flèche. Et donc, on dit que 80% du bassin de main-d'œuvre est composé de personnes immigrantes et de jeunes. Donc, ça amène de la diversité. Donc, dans la prévision de la main-d'œuvre aussi, quand on fait la prévision de main-d'œuvre, on va voir qu'au niveau démographique, il y aura un gros changement. Et ça, pour une organisation, disons, proactive, ben justement, c'est de prendre à bras le corps cela. Sinon, on risque d'être en mode réaction. Mais surtout aussi, je l'ai dit tantôt, l'EDI est une question de droit fondamental. Et il y a des lois. Même si ces lois-là ne s'appliquent pas à tout type d'organisation, ben à un moment donné aussi, ben ces lois-là, ben il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, c'est elle qui chapeaute donc la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. À un moment donné, ben ces organisations-là vont aussi intervenir. Donc, en gros, et puis aussi, je finirai par un dernier point sur ça. Quand on parle d'EDI, quand on parle de tout ça avec les milieux de travail, il y a la question finalement de la marque employeur. C'est-à-dire qu'en marque employeur, si l'organisation est homogène, on voit qu'au niveau, par exemple, des conseils d'administration, c'est les mêmes, en tout cas, caractéristiques démographiques qu'on va noter. Ben, à un moment donné, c'est juste ces organisations-là, au niveau même de l'image, au niveau même de comment on les voit, ça veut dire, c'est pas assez représentatif et les gens vont s'en détourner. Et là, encore une fois, je parle toujours de nouveaux marchés, de nouveaux clients, mais ça va être tout un défi pour rejoindre. Donc, tout ça pour dire que la diversité ou l'EDI va finir par s'imposer d'elle-même, ou les organisations qui ne se tournent pas vers la diversité, en tout cas, qui ne vont pas avoir ce virage inclusif-là, ou cette sensibilité-là, ben, en fait, vont le remarquer même dans leurs chiffres, mais aussi dans leurs résultats, en fait, dans leurs résultats quantitatifs au niveau des chiffres, justement. Tout à l'heure, tu parlais, Souleymane, de côté législatif un peu, puis la loi vis-à-vis de la diversité, de l'inclusion. Je pense que c'est important, comme tu le disais, de rappeler l'imputabilité des individus et des organisations vis-à-vis de droit à chacun d'exister, d'avoir un emploi, d'avoir une dignité, etc., et de ne pas se faire discriminer par rapport à son origine, par rapport à son orientation, par rapport à sa croyance, par rapport à sa classe sociale, etc. Tout ça, c'est dans les lois, en effet, puis dans la Charte des droits et de liberté, il est clair là-dessus. Toutefois, l'EDI, ça vient pour favoriser justement un climat inclusif qui va renforcer justement les conditions sociales et les conditions économiques qui font en sorte que ces personnes-là, historiquement marginalisées, ne se retrouvent pas dans des situations justement de discrimination ou d'intimidation ou de marginalisme, etc. On assiste à une conjoncture politique actuellement au Québec où l'immigration il est beaucoup sujette à beaucoup de débats et de polarisation malheureusement dans la société. Et on assiste aussi à des coupures budgétaires, on assiste à des remises en question des statuts d'immigration qui ont été acceptés avant au Québec, etc. Et quand je parle des coupures budgétaires, ben, les OBNL, les organismes qui accompagnent justement ces personnes et les populations qui sont sujettes à être plus marginalisées, ben, ils n'ont plus les moyens, moins de moyens en tout cas, moins de ressources humaines pour qu'ils puissent faire leur travail. Ma question, dans cette conjoncture et puis dans cette situation-là où on a moins de leviers, moins de ressources pour favoriser la diversité et l'inclusion, comment les organisations, comment les milieux de travail, comment
tu sais, tous les acteurs, en fait, de la société, ils puissent toujours quand même continuer à y croire dans l'EDI et puis à le faire valoir et justement continuer dans ces démarches de l'inclusion dans tous les niveaux, que ce soit organisationnel, au milieu de travail, en société en général. Mais ça, c'est une excellente question, mais il y a beaucoup de choses dans la question. Je dirais que quand on parle de DI, il y a deux dimensions, deux aspects fondamentaux. C'est-à-dire, on va dire, le DI, est-ce une question de politique, de plan d'action ou une question de valeur? Et je dirais que c'est avant tout une question de valeur. Donc, les organisations qui vont miser sur les valeurs de l'EDI, ces organisations-là ne vont jamais abandonner et ne vont pas subir, en fait, toute cette idéologie-là qu'on subit. Donc, les valeurs, miser sur les valeurs et non pas simplement sur les plans d'action et les politiques. Quoique ces plans d'action, ces politiques-là sont symboliques, au-delà du symbole même, sont un engagement. Mais les valeurs avant tout. Et deux, par exemple, par rapport à tout ce qu'on voit en contexte de polarisation, dans ce contexte de polarisation, il y a un chercheur, François Crépeau, en fait, qui a travaillé avec les Nations Unies, qui dit que, en fait, en résumé, que l'immigration est un marché électoral. C'est un marché électoral très facile où les politiciens vont aller, en fait, faire leur épicerie. C'est-à-dire, ils vont parler des personnes, c'est-à-dire les personnes immigrantes, soit immigrants temporaires, donc qui sont des personnes vulnérables, qui n'ont pas les statuts qu'il faut, et donc qui ne sont pas votants, qui ne votent pas, qui n'ont pas le droit de vote. Et puis, ils vont instrumentaliser les enjeux que vivent ces personnes-là pour s'adresser à des personnes qui ne connaissent pas les enjeux d'immigration et qui ont le droit de vote. Donc, et puis, ça, c'est pas simplement, je dis au Québec, c'est maintenant qu'ils le font, mais en Europe, les politiciens ont toujours instrumentalisé l'immigration. Donc ça, c'est une question, disons que c'est ignoble, mais c'est la politique. Et souvent, je dirais, tout ce qu'on voit en ce moment au niveau... tout ce qu'on voit en ce moment au niveau politique, la polarisation, c'est pas nouveau, c'est que l'immigration est un marché électoral. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc, c'est dommage qu'on utilise des êtres humains parce qu'au-delà, quand on parle d'immigration, de programme, c'est des humains, c'est des hommes et des femmes, des enfants qui sont derrière. Malheureusement, c'est ça. Mais souvent aussi, à un moment donné, moi, je me souviens parce que ce qui se passe au Québec, c'est relativement nouveau, mais on a quand même, avec l'expérience, on sait ce qui s'est passé, on voit ce qui s'est passé en Europe. Et je sais qu'au début des années 2000, il y avait des politiciens qui ont fait pareil. Et à un moment donné, juste les populations, justement les citoyens, ont dit, ça suffit avec l'immigration. Parlons des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est l'économie. Et ces politiciens-là, sans citer le nom, n'ont même pas pu faire un deuxième mandat. Donc, à un moment donné aussi, moi, je mise sur l'intelligence et la maturité des citoyens, des gens qui votent, juste pour comprendre que tous les problèmes du monde ne viennent pas des personnes immigrantes, que souvent aussi les politiciens qui instrumentalisent ces questions-là, c'est des politiciens en général qui ont échoué sur beaucoup d'autres sujets. Et donc, pour faire vraiment écran de tout cela, l'immigration donc est instrumentalisée. Donc, tout ce qu'on voit ici, au-delà de l'idéologie, honnêtement, sur la question de l'immigration, moi, j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, je suis sûr qu'on est plus sur un marché électoral où on fait de l'épicerie et puis chacun, à gauche, on va l'instrumentaliser d'une façon, à droite, on l'instrumentalise d'une autre façon, mais c'est clairement une question politique et de marché électoral. Absolument. Je vais appuyer ce que tu disais tout à l'heure par rapport à comment adopter les orientations et des pratiques inclusives, que c'est pas toujours nécessairement une question de budget ou une question de ressources en termes de finances, etc. Tu sais, je fais des accompagnements dans l'écosystème pour les organisations et puis les milieux de travail. Et souvent, la question qui revient, c'est que, tu sais, la logistique, elle est là. Le cadre, il est déjà là. Les ressources humaines, ils sont là. Le milieu de travail, ils sont là. Tout le monde, ils sont là. Comme on disait tout à l'heure, la diversité, c'est un acte. Le Québec est diversifié par force des choses. Maintenant, l'inclusion, c'est des manières de faire. C'est un état d'esprit. C'est vraiment, on est dans le mindset. On est dans le changement des paradigmes de comment on voit les interactions et la collaboration et la cohabitation ensemble. Donc, ça nous amène à cette approche de la sensibilisation, de démystifier, d'éduquer, de démontrer comment que c'est
bien pour tous les acteurs de la société, tous les milieux, que la diversité et l'inclusion ils soient favorisés, que c'est pas toujours nécessairement une question d'argent ou une question de ressources, mais plutôt une question de volonté, une question de mindset. Effectivement, et j'ajouterais, c'est un bon point, on dit souvent que l'EDI, c'est 15% ou 20% de connaissances et 80% de savoir-être. Et donc, ce savoir-être-là, donc, des fois, ça demande des postures, effectivement, c'est pas une question d'argent. Quoique, dans certains cas, on a besoin d'être accompagné, justement, par des consultants, par des experts, mais après cela, les autres étapes, c'est une question vraiment de savoir-être, une question de posture, une question, justement, de mindset, comme tu l'as dit, et c'est pas un hasard, souvent, quand on fait un accompagnement en EDI, ou bien moi, quand je donne des formations, automatiquement, tout ce qu'on préconise a un lien avec donc les politiques contre le harcèlement, les politiques contre la discrimination. On va noter un certain continuum ou un certain lien. C'est juste pour confirmer un peu ce que tu as dit. Absolument. Donc, on dit que chaque personne est potentiellement inclusive ou exclusive. Donc, c'est vraiment, tout dépend de la perspective et puis tout dépend de comment on voit les choses. Mais je peux pas m'empêcher d'aborder un peu la question le lien de l'interculturalité avec l'EDI. Donc, je trouve que, étant les deux impliqués aussi dans le domaine et puis sachant l'importance de favoriser le vivre ensemble et vraiment, démystifier un peu toutes les barrières systémiques un peu qui font en sorte que les communautés peuvent se retrouver en silo, qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de coopération, qu'il n'y a pas de collaboration, etc. Je pense que c'est important de faire un peu le point par rapport à la relation de l'interculturel en lien avec l'EDI. En quoi l'un est au service de l'autre? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Ça, c'est très intéressant parce que, comme toi, moi, je viens de l'interculturel et quand l'EDI, avec le retour en force de l'EDI, ben, moi, j'ai revu mes pratiques pour intégrer l'EDI. Et souvent, ce qui m'a frappé, c'est que aussi d'autres collègues ou en tout cas d'autres partenaires qui sont dans l'interculturel, j'ai noté une fermeture de leur part en disant que l'EDI c'est trop gros pour nous, l'EDI c'est pour les grandes entreprises, c'est pas pour nous. Et j'ai dit non, attention, l'EDI et l'interculturel sont intimement liés. Quand on parle d'EDI, souvent il y a deux axes. Il y a l'axe représentativité qui c'est la dimension quantitative qui concerne finalement les chiffres, la représentativité, et la dimension qualitative qui est l'inclusion. L'inclusion finalement de construire des milieux inclusifs où chacun se sent reconnu et valorisé, où finalement on va agir sur justement le rapprochement, les interactions. Et là, c'est quoi la force? Ben, c'est l'interculturel. L'interculturel à travers la compréhension, à travers la médiation, mais aussi à travers la communication. On parle souvent de communication interculturelle. Ben, justement, va outiller en fait l'EDI pour en fait justement permettre cette co-compréhension-là, cette co-compréhension-là, finalement, cette médiation interculturelle. Et souvent, je dis, en fait, l'EDI et l'interculturel sont intimement liés, que l'EDI est le bras droit de l'interculturel. L'un ne va pas ne va pas sans l'autre. J'avais même écrit un article sur LinkedIn qui a fait j'ai eu un débat avec un interculturaliste qui est très intéressant et qui a donné à une rencontre Zoom de 2 heures où on a fini par tomber d'accord. Mais ce que je dirais, en fait, oui, il y a plus de choses qui lient l'EDI à l'interculturel que des choses qui les diversent. La seule chose qu'il faut noter, en fait, l'interculturel, on est dans une approche ethnoculturelle de la diversité. Alors que l'EDI va ouvrir les vannes de la diversité, c'est-à-dire, là, on va noter avec l'EDI des néodiversités. On va parler beaucoup de personnes, par exemple, neurodivergentes. On va parler des groupes LGBTQ+. Donc, en fait, si l'interculturel va être beaucoup sur l'ethnoculturel, l'EDI va ouvrir les vannes de la diversité, mais ils vont se retrouver au niveau de l'axe inclusion. Et aussi, l'autre aspect qu'il faut noter entre l'EDI et l'interculturel, ça, c'est des caractéristiques. L'interculturel, on est surtout dans la proactivité. Hein? On est dans la planification des choses. Par exemple, quand on parle de réfugiés syriens qui vont arriver, souvent, on va
préparer les milieux et tout. Et les milieux, on va préparer l'écosystème à accueillir les gens, à accueillir la diversité. Alors que l'EDI, souvent, c'est un rapport de force. C'est des mouvements sociaux, comme on l'a noté il y a 4-5 ans avec George Floyd. Donc, en fait, l'EDI va émerger là où l'interculturel, finalement, et c'est pas une différence, va venir finalement là où l'interculturel n'a pas fonctionné, mais va venir donner un coup de pouce à l'interculturel pour que ça avance. Et l'EDI aussi est une question de droit fondamental. Souvent, quand on parle d'EDI, il y a toujours la dimension juridique, la dimension légale. Alors que, par exemple, au Québec, il n'y a pas de loi sur l'interculturalisme. C'est les experts et les chercheurs, Gérard Bouchard, par exemple, ou un chercheur que je connais très bien, David Carpentier, et c'est milite pour une institutionnalisation à l'image de ce qu'on fait avec le multiculturalisme canadien. Donc, l'EDI, il y a des différences, et surtout des différences d'approche, de posture, mais ce qui lie l'EDI et l'interculturel est plus fort que ce qui les diverse. Et il y a un lien fort, donc l'EDI, encore une fois, est le bras droit de l'interculturel et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Absolument. Je peux même confirmer par mes expériences, je trouve que l'interculturel, c'est le ciment, c'est ça qui vient cimenter un peu. En effet. Toutes les approches très belle métaphore de l'EDI, parce que dans l'interculturel, les parties prenantes, ils sont toutes engagées dans la dynamique, que ce soit la société d'accueil, que ce soit les nouveaux arrivants, les immigrants. Donc, on est vraiment dans cette synergie-là et c'est ça qui fait que c'est ensemble qu'on construit vraiment cette diversité, cette inclusion. Et je trouve cette métaphore intéressante, en effet, et puis que oui, l'un ne va pas sans l'autre, c'est clair, et que la société est appelée à vraiment considérer l'EDI comme un véhicule. L'interculturalité, c'est un moyen pour vraiment mieux se comprendre, étant déjà le Québec une société diversifiée puis d'immigration par excellence. Alors, le temps, il avance et puis j'aimerais qu'on conclue un peu sur les perspectives de l'EDI. Comment tu vois un peu les perspectives dans les prochaines années au Québec, les prochains 5 ans? On est 2030. Comment tu vois la situation au Québec en termes et au niveau de l'EDI au sein de nos organisations et au sein de nos milieux de travail? En fait, effectivement, c'est une excellente question parce que quand l'année 2025 a commencé, on faisait le procès de l'EDI et dans les médias, on disait, on écrivait l'EDI, le retour de balancier. Et donc, l'année a duré et puis on est à la fin de l'année. Finalement, en tout cas au Québec, j'ai pas noté une remise en question profonde de l'EDI, quoique il y a un certain ralentissement, mais comme je l'ai dit au début de notre échange, que c'était prévisible. Donc moi, je suis très optimiste par rapport au futur de l'EDI pour la seule et simple raison que la diversité est un fait. Et que la diversité étant un fait, on le voit même avec les enjeux d'immigration, comment justement au niveau des employeurs, on insiste pour que le gouvernement, en fait, au niveau des flux migratoires, que ça soit souple, en fait. Donc, pour moi, je m'inquiète pas là-dessus. Et surtout, le côté positif que je vois dans les perspectives, donc l'EDI va rester. Le côté positif par rapport à l'EDI que je vois, c'est qu'il y a eu tout un engouement. Et n'importe qui s'est imposé comme praticien de l'EDI. Et ça a fait mal, comme je disais tantôt. Ils ont appliqué les mauvaises approches. Et ça a coûté cher à l'EDI. Là, maintenant, avec les perspectives, ça va être quoi? Il va y avoir un retour à l'orthodoxie. Le retour à l'orthodoxie, ça va dire quoi? C'est qu'il va y avoir moins, par exemple, de publicité par rapport à l'EDI et le retour à l'expertise. Donc, les experts vont reprendre leur place et donc, pour le bien des organisations, et comme je l'ai dit, moi, ce qui me rassure en termes de milieu de travail, c'est que les bassins de main-d'œuvre vont s'élargir pour la seule et simple raison, c'est que la population est vieillissante. Il y a de plus en plus de personnes donc, qui vont à la retraite. Il y a des jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Les organisations, les dirigeants, c'est eux-mêmes qui vont se tourner vers les experts pour finalement, vers les consultants, vers les experts pour les former, pour les accompagner à accueillir cette diversité-là. Parce que comme les conflits en milieu de travail, on le souhaite pas, mais les conflits sont là et puis donc on fait appel aussi aux experts pour cela. Et puis au niveau politique, pour moi, c'est surtout des positionnements, par exemple avec tout ce qui s'est passé avec les universités américaines.
on voit que ça se calme un peu et on est dans des sociétés de droit. Moi, c'est ça qui me rassure. Le fait qu'on soit dans des sociétés de droit font qu'à un moment donné, on est sur des questions de droit, de droits fondamentaux, en fait. Et au Québec, tu le rappelais tantôt, il y a la charte, la charte avec l'article 10 qui finalement prohibe tout ce qui est discrimination. Il y a la loi d'accès à l'égalité en emploi. Donc, donc finalement, il va y avoir beaucoup de bruit, mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y aura un retour à l'orthodoxie, il y aura un retour à l'expertise, et donc finalement, ça va permettre aussi aux organisations d'avancer pour le bien de la société, mais aussi de l'innovation, de la productivité. On le rappellera jamais assez, les organisations diverses et inclusives sont les organisations les plus innovantes, de plus de 30%, vont s'ouvrir à de nouveaux marchés dans un contexte où on parle de barrières douanières. Donc, le Québec, le Canada cherchent à diversifier leur marché. Justement, du côté du Cheikh est d'origine marocaine, du côté du Maroc, ça va s'ouvrir du côté de l'Afrique subsaharienne. De plus en plus avec la diaspora, on va établir les ponts. Donc, ça va permettre aux entreprises canadiennes de s'ouvrir à de nouveaux marchés, surtout dans le secteur des mines. Le Canada est connu là-dessus. Donc, moi, je m'inquiète pas. Comme il y a IBM, hein, vous savez, je vais terminer par là. IBM est l'une des premières entreprises à s'ouvrir à la diversité avec Hofstede, qu'ils ont engagé un anthropologue qui les a beaucoup accompagnés sur ces questions-là. Mais pourquoi IBM l'a fait? IBM l'a fait parce qu'IBM, à un moment donné, était face aux enjeux de diversité et pour IBM, c'était une question de retour sur investissement. Et donc, ils ont mis le paquet, comme Apple plus tard l'a fait. Et donc, ces organisations-là, qui sont des organisations leaders, finalement, c'est ces organisations-là qui vont aider à maintenir le cap. Et le politique, il continuera à faire de l'idéologie, mais la diversité et l'EDI vont s'imposer d'eux-mêmes pour le bien, comme je l'ai dit, de la société, mais aussi de l'innovation, de la productivité, mais aussi du développement économique. Mais n'oublions pas aussi, il y a des enjeux environnementaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les normes ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et donc, tout ça pour dire que l'EDI, c'est quelque chose de très transversal pour reprendre les termes que tu as employés tantôt. Voilà. En effet, Suleiman, moi je trouve qu'on n'a pas le choix que d'être optimiste par rapport au sort de l'humanité. Donc, étant qu'une espèce appelée à évoluer, hein, donc on apprend, on fait des erreurs, on apprend nos erreurs, on avance, mais j'ose croire que, c'est au Québec en tout cas, on va garder quand même l'esprit qu'ensemble qu'on avance et que c'est ensemble que vraiment on construit un Québec qui est plus prospère, solidaire, et grâce à l'implication de tous les acteurs. Un grand merci, Suleiman, pour d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Ça faisait longtemps qu'on se croisait dans l'écosystème et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Finalement, ça s'est fait via ce podcast. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Absolument. Merci encore une fois et puis on va continuer à travailler fort pour l'inclusion. Excellent. Merci beaucoup, Suleiman, et puis au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup, Lassène.